Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de me donner la possibilité de parler, en tout cas, des manifestations dermatologiques au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, moi, je suis Julien Sénéchal, je suis dermatologue à Bordeaux. Donc, les objectifs de cette session, c'est connaître, en tout cas, les lésions cutanées associées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, connaître les pathologies dermatologiques induites par les immunosuppresseurs et surtout, on va parler des anti-TNF-alpha et le risque des cancers cutanés dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Alors ici, mes conflits d'intérêts, consultant pour des laboratoires associés aux biothérapies. Tout d'abord, les manifestations cutanées associées au MICI. C'est vrai que c'est à la fois, on va parler maladie de Crohn, on va parler de la RCH. C'est vrai que ces atteintes sont soit similaires, mais parfois il y a des atteintes également spécifiques, et notamment au cours de la maladie de Crohn, des atteintes cutanées très spécifiques de cette maladie. La prévalence de ces manifestations est à peu près équivalente dans les deux pathologies, entre 9 et 20%. Et puis, on va diviser à peu près en lésions soit spécifiques de ces maladies, soit des lésions cutanées réactionnelles ou des lésions surtout en fait des pathologies dermatologiques qui peuvent être associées au MICI. Alors tout d'abord, les lésions spécifiques, et là on parle de la maladie de Crohn, ce sont des lésions extrêmement spécifiques de la maladie de Crohn, car en réalité elles sont considérées comme une extension de la maladie. Elles sont relativement assez fréquentes, environ 30%, et elles peuvent précéder les signes digestifs de la maladie et évoluer soit par succession de poussées-rémissions ou évoluer de façon surtout indépendante de la maladie digestive. Et ici vous avez effectivement cet aspect tout à fait typique de ces manifestations cutanées. Ce sont des ulcérations linéaires qui sont à fond propre, dites en coup de couteau, comme si le patient avait réellement reçu un coup de couteau, au niveau des régions pelviennes. Également des fissures anales, toujours à fond propre, et puis parfois ça peut prendre un aspect plutôt végétant, pseudotumoral, ou avec le diagnostic différentiel de condylomatose. Vous avez pas seulement au niveau cutané, mais également au niveau des muqueuses, et là encore on est sur une atteinte ici plus spécifique de la maladie de Crohn. Ce sont un aspect un peu pavimenteux, infiltré au niveau de la langue, comme chez ce patient, ou au niveau du palais. Et puis des atteintes également qu'on retrouve également au niveau de la maladie de Crohn, de perlèche, avec une atteinte parfois granulomateuse au niveau des commissures labiales. Alors c'est pas forcément, cette atteinte peut se voir aussi dans d'autres manifestations associées aux maladies de Crohn que l'on verra tout à l'heure. On a également un aspect d'hypertrophie gingivale, mais également on peut retrouver chez les patients atteints de maladie de Crohn des chéliites, des macrochéliites, c'est-à-dire un œdème des lèvres également, c'est-à-dire cet œdème. Et lorsqu'on fait une biopsie, on peut retrouver des signes histologiques compatibles avec la maladie de Crohn. Ensuite, après les lésions spécifiques, vous avez des lésions qui sont réactionnelles. Alors c'est toujours difficile de savoir quelle est la relation, puisque ce sont des réactions qui sont généralement assez fréquentes. L'érythème noueux, c'est une atteinte cutanée qui peut se retrouver au cours des MICI relativement peu fréquemment. Le terrain, on le connaît, c'est la femme jeune. Bien sûr, on le retrouve aussi dans d'autres manifestations comme la sarcoïdose, le syndrome de Löfgren, et peut débuter au cours de la première année d'évolution de la maladie inflammatoire. Une autre atteinte réactionnelle, cette fois aussi, c'est les aphthoses. Alors bien sûr, les aphtes, c'est relativement assez banal, mais on peut les voir au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et bien sûr, cette relation est relativement assez difficile puisque ça peut s'associer aussi à des atteintes carentielles associées au syndrome de malabsorption, et notamment au déficit en fer, déficit en vitamine B9 ou B12. Alors une autre atteinte réactionnelle au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce sont beaucoup plus rares, ce sont les dermatoses qu'on appelle les dermatoses neutrophiliques. Alors le pyoderma gangrénosome, le syndrome de Sweet. Alors ce sont des atteintes qui sont non infectieuses, alors qu'à l'histologie, on retrouve un gros infiltrat de neutrophiles, mais ce sont des lésions aseptiques. Et puis on retrouve de façon associée de la fièvre, une altération de l'état général. Et encore une fois, ça ne suit pas l'évolution de la maladie inflammatoire de l'intestin. Alors ici, vous avez effectivement un pyoderma gangrénosome, sa forme la plus typique, c'est-à-dire cette atteinte très inflammatoire, érythémateuse, et cette ulcération dite phagidénique, ou parfois avec un aspect dit vermoulu, comme si ça avait été mangé par des vers. Et
en réalité avec une bordure périphérique très œdémateuse, très en relief. Alors là, c'est vraiment typique, mais parfois on peut avoir une atteinte de type pyoderma qui est relativement beaucoup moins typique et surtout parfois qui peut être de diagnostic différentiel. Ce sont les pyodermas associés aux localisations péristomales parce qu'elles peuvent être des retards de cicatrisation associés à d'autres causes. On pense souvent au dispositif de l'atteinte péristomale. Là encore, vous avez une atteinte de dermatose neutrophilique. Ici, c'est le syndrome de Sweet. Là, comme chez ce patient qui était suivi pour une maladie de Crohn. Alors souvent, en fait, c'est souvent un aspect très inflammatoire avec un érythème, un œdème important et surtout un décollement parfois bulleux qui peut rapidement prendre un aspect pustuleux. Et souvent, lorsque ça s'associe avec de la fièvre, une altération de l'état général, c'est souvent pris pour des abcès. Et les patients arrivent avec des antibiotiques et ça ne fonctionne pas, alors que finalement, ce sont des lésions aseptiques, neutrophiliques et la corticothérapie générale permet d'améliorer la situation en 24-48 heures. Vous avez donc ces atteintes cutanées, mais il y a également des atteintes muqueuses des dermatoses neutrophiliques. C'est ce qu'on appelle, c'est une atteinte relativement assez rare, ce qu'on appelle la pyostomatite végétante. C'est un semis de pustules localisé au niveau de la sphère oropharyngée. Vous avez également cette même atteinte au niveau des lèvres, la chélite, c'est relativement rare. Cette atteinte-là, je ne l'ai pas vue, mais ici, c'est caractéristique parce qu'on dit, c'est très descriptif, la dermatologie, c'est un type de baffe d'escargot. Alors, l'autre atteinte au cours des maladies inflammatoires liées au syndrome carentiel, là ici, il s'agit d'une patiente, en tout cas que nous avons vue en hospitalisation, et l'atteinte première était l'atteinte dermatologique, une patiente avec altération de l'état général, des douleurs articulaires, perte de poids, et elle présentait en fait un aspect de chélite avec cette perlèche, mais surtout lorsqu'on regardait, on avait la présence d'hématomes au niveau des membres inférieurs, avec un purpura périfolliculaire et un aspect d'hyperkératose autour des poils, et ça signe effectivement le scorbut, le déficit en vitamine C. Cette patiente avait un vrai syndrome carentiel. Lorsqu'on a examiné les muqueuses, elle avait également ces atteintes en coup de couteau au niveau périnéal, et donc une coloscopie a permis, alors qu'elle n'était pas réellement symptomatique, permis de montrer des signes typiques de maladie de Crohn. Enfin, vous avez aussi des dermatoses qui sont associées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, alors beaucoup plus rares, mais classiques, en tout cas l'épidermolyse bullosakis. Ce sont des patients, en réalité, c'est un diagnostic différentiel d'une autre maladie bulleuse auto-immune qu'on appelle la pemphigoïde bulleuse, mais en réalité, ce sont des patients qui font des bulles sur peau saine, et puis des érosions post-bulleuses. C'est lié à la présence d'anticorps anticollagène 7 dans le sang. C'est classique, association avec les MICI, mais c'est très très rare. Vous avez d'autres dermatoses inflammatoires associées liées aux susceptibilités génétiques communes avec ces différentes pathologies comme le psoriasis, le vitiligo, la pelade ou également le lupus. Alors pour résumer, effectivement, c'est surtout, en tout cas en maladie de Crohn, l'atteinte de ces fissures ou des ulcérations en coup de couteau qu'on retrouve de façon très spécifique à la maladie de Crohn, et après toutes les atteintes que j'ai pu vous montrer, notamment les dermatoses neutrophiliques. Alors là, je vais passer effectivement ensuite sur les dermatoses associées aux médicaments et notamment les anti-TNF-alpha. Et vous avez probablement entendu parler, en tout cas, ou vu déjà ces réactions qu'on appelle psoriasiformes sous anti-TNF-alpha. Et je voudrais faire un point là-dessus, notamment au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors c'est vrai que c'est connu depuis maintenant 2003, surtout dans la communauté rhumatologique. Première publication en 2004. Et en réalité, on voit effectivement, alors que les rhumatologues et les dermatologues s'y étaient intéressés pendant les années 2000, on voit de façon beaucoup plus récente, en tout cas, l'intérêt des gastro-entérologues pour ces éruptions, et je vous montrerai pourquoi. Alors ici, vous avez les différentes atteintes décrites des réactions psoriasiformes sous anti-TNF-alpha. Vous avez la typique pustulose aseptique, c'est-à-dire non infectieuse des paumes et des plantes. Vous avez l'atteinte première décrite par les rhumatologues, la kératodermie palmoplantaire. Vous avez une atteinte classique, dite en plaque, mais on ne retrouve pas tous les aspects du psoriasis, même si c'est érythémato-squameux, les limites sont plutôt assez floues. Vous avez l'atteinte inversée qui touche les plis, notamment rétro-auriculaires ou les plis axillaires ou sous-mammaires, et vous avez une atteinte parfois du cuir chevelu, alopéciante, érythématose squameux. Souvent, les patients peuvent avoir un casque croûteux, et lorsqu'on enlève ces croûtes, on voit un aspect très érosif, très suintant du cuir chevelu.
Alors, au niveau des maladies inflammatoires, réaction psoriasiforme sous anti-TNF et MICI, c'est relativement assez fréquent, 5 à 10% des patients. C'est un effet classe, comme également en rhumatologie ou dermatologie, c'est rapporté avec tous les anti-TNF alpha. On voit que le délai variable d'apparition, avec la dernière publication en avril 2016, enfin mars 2016, on a l'impression peut-être que c'est plus fréquent chez les femmes et les fumeurs. Et souvent, les patients ont une maladie pour laquelle les anti-TNF sont prescrits, qui est souvent bien contrôlée. Alors pourquoi c'est important en gastro-entérologie? Parce que tout simplement, là c'est un papier de 2012, 5 patients avaient une maladie de Crohn, et ces 5 patients avaient la même symptomatologie, c'est-à-dire une atteinte érosive, inflammatoire et alopéciant du cuir chevelu, avec un aspect rouge, suintant et très croûteux. Alors c'est vrai que nous, on a fait une étude par Anne-Sophie Darrigat, qui est chef de clinique dans le service, qui a regroupé tous les cas d'éruption psoriasiforme dans toutes les spécialités, rhumatologie, médecine interne, dermatologie, gastro-entérologie. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en tout cas, les patients qui avaient une maladie inflammatoire chronique de l'intestin avaient certes une atteinte qui était plus sévère et surtout une atteinte plus fréquente du cuir chevelu, avec cette atteinte alopéciante et croûteuse et cette atteinte fissuraire des plis ou au niveau pelvien. Donc effectivement, ne pas hésiter lorsqu'on a une atteinte inflammatoire, érosive, croûteuse chez un patient sous anti-TNF alpha, de penser à cet effet secondaire et de regarder également les plis. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant ces éruptions psoriasiformes? La plupart du temps, c'est assez limité. Donc, on utilise surtout des soins locaux, les soins locaux dermatologiques, comme les dermocorticoïdes. Et l'idée est de maintenir l'anti-TNF. L'important, c'est que la plupart du temps, on arrive à maintenir l'anti-TNF et on doit l'arrêter dans à peu près entre 10 et 15% des cas lorsque c'est vraiment extrêmement sévère. Si les soins locaux ne sont pas suffisants, eh bien, on peut introduire, et c'est ce qu'on fait souvent, un traitement systémique. Ça peut être de la photothérapie pour des atteintes en plaques, ça peut être un traitement systémique, et on aime bien utiliser le méthotrexate entre 15 et 20 mg par semaine, tout en essayant toujours de maintenir l'anti-TNF, puisque celui-ci, je vous le rappelle, est efficace pour la pathologie, la MICI. Et enfin, lorsque c'est pas du tout tolérable ou extrêmement sévère ou répondant pas au traitement, eh bien là, il faudra arrêter l'anti-TNF, et peut-être qu'il y aura un intérêt, puisque maintenant l'ustekinumab est utilisé en gastro-entérologie, de faire un relais par l'ustekinumab. Alors là, effectivement, ici, c'est le cas d'une patiente, en tout cas suivie dans le service, en collaboration avec Franck Zerbib, une patiente qui a un terrain particulier, greffé rénal en 2005, traitée par tacrolimus et cortencil, maladie de Crohn en 2011, traitée par infliximab depuis septembre 2012, et en septembre 2014, elle développe cette alopécie du cuir, donc alopécie inflammatoire, croûteuse. Elle est alors sous infliximab 5 mg par kilo. On décide, toujours en collaboration avec nos confrères gastro, de diminuer la dose, comme beaucoup le font également, associé à des soins locaux. Cependant, elle rechute au niveau digestif, donc on remonte à 5 mg kilo. On essaye, comme je vous l'ai dit, de maintenir l'anti-TNF et d'y associer du méthotrexate, 20 mg par semaine, mais seulement ça permet d'améliorer la situation, mais pas complètement. La patiente développe toujours ces aspects croûteux, ces aspects alopéciants du cuir chevelu avec des plaques au niveau du corps. Donc on décide de switcher pour un autre anti-TNF. Alors je vous ai dit que c'était un effet classe, mais dans la littérature, effectivement, switcher pour un autre anti-TNF, parfois c'est 50-50, 50% où ça s'aggrave pas, où ça s'améliore, 50% où ça s'aggrave. Donc on a voulu tenter, puisque l'anti-TNF était vraiment très efficace, mais on avait toujours un mauvais contrôle cutané, donc on a proposé de l'ustekinumab. Ça fait 6 mois qu'elle est sous ustekinumab avec un bon contrôle cutané, et pour l'instant la situation digestive est stable, donc on verra sur le temps. Mais les réactions psoriasiformes sous anti-TNF alpha ne sont pas les seuls effets secondaires au cours du traitement par anti-TNF alpha. On a d'autres réactions qui ont été décrites, comme des réactions au point d'injection. On a ce qu'on appelle des réactions cutanées lichénoïdes. Alors c'est surtout les atteintes lupiques cutanées qui sont relativement plus souvent chez les femmes et qu'on voit plutôt chez les patientes avec polyarthrite rhumatoïde, avec un syndrome de Raynaud, des anticorps antinucléaires, lichen, dermatomyosite, pelade. Des réactions granulomateuses ont été également décrites, comme la sarcoïdose. On a également des vascularites associées.
Alors, et pour finir, juste une diapositive sur les cancers cutanés. Globalement, c'est sur des données de registre et de cohorte. Globalement, pour conclure, c'est surtout plutôt rassurant, même si, selon, on a l'impression d'avoir une augmentation relativement faible des mélanomes ou des cancers cutanés non mélamiques chez les patients qui ont été traités plus d'1 an avec des traitements par biologiques. Mais globalement, c'est assez rassurant, mais ça incite en tout cas à poursuivre la surveillance cutanée des patients, peut-être une fois par an, et associée aux mesures de protection solaire. Voilà, pour terminer, juste pour vous dire que la proportion des malades ayant des manifestations cutanées au cours des maladies inflammatoires, c'est entre 9 et 20%. Les atteintes spécifiques, les atteintes réactionnelles, les atteintes carentielles à distinguer. Les éruptions psoriasiformes sont relativement assez fréquentes et bien comprendre chez les patients gastro-entérologiques avec Mickey cette atteinte sévère du cuir chevelu, cette atteinte sévère au niveau des plis et du sillon rétro-auriculaire. Et le risque de cancer cutané, certes, existe, mais nécessite seulement une surveillance et une surveillance cutanée des patients et une photoprotection. Voilà, je voudrais remercier en tout cas la dermatologie, le service de Bordeaux, mais également surtout en fait parce que tout ça, si je peux vous les montrer, c'est tout simplement parce qu'il y a une collaboration relativement étroite avec nos confrères gastro-entérologues, Franck Zerbib, Victor Deleningant ou David Lahari. Merci beaucoup à vous.